Good morning. Alors j'avais pas vraiment prévu de vlogger, mais je suis en train de lire un essai et en fait j'ai même pas encore terminé le premier chapitre. En fait j'ai à peine lu quelques pages du premier chapitre et j'ai déjà ressenti le besoin hyper urgent d'en parler. Du coup je me suis dit allez je vais, en fait au début je me suis dit je vais faire une vidéo spontanée ou est-ce que je vais en parler sur le blog, mais après je me suis dit je vais faire le genre de vlog où on parle de nos lectures en fait au fur et à mesure. Donc là ma tête en fait il est même pas 7h du matin. Voilà, ça explique un petit peu. Alors, le livre, il s'agit de Invisible Women de Caroline quelque chose Perez. Je l'avais vu sur Instagram, il était très recommandé comme lecture féministe et en fait c'est un essai, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur le challenge Women de 2020, mais bon voilà, finalement je n'ai pas pu attendre jusqu'à 2020 et j'ai décidé de le commencer hier comme ça sur un coup de tête. Et en fait l'essai il va démontrer à quel point toutes les statistiques et toutes les données qu'on a en général sont biaisées parce qu'elles sont basées uniquement sur des données masculines. Et en fait elle va montrer comment on prend finalement ces données masculines et on les généralise et au final on les présente comme des données sur le genre humain en fait, alors que ce sont des données sur les hommes et pas sur tous les humains. Donc déjà hier quand j'avais lu la préface, elle avait commencé enfin ça je crois que c'était le résumé, mais bref c'était déjà hyper frappant puisque la présentation du livre c'était du genre est-ce que vous avez déjà senti que votre téléphone, votre smartphone n'est pas adapté à votre main? Est-ce que vous saviez que les femmes avaient plus de chances d'avoir des blessures plus graves dans un accident de voiture? Est-ce que vous saviez que quand vous partez chez le médecin pour un diagnostic, le diagnostic peut être erroné parce que il est basé sur des données masculines et non pas des données liées aux femmes, etc., etc. Et donc en fait elle va démontrer comment tout est pensé par les hommes et pour les hommes, et après on en fait des généralités. C'est-à-dire que par exemple pour l'exemple du smartphone, eh bien quand ils sont conçus, on raisonne aux dimensions des mains d'hommes et pas aux mains de femmes par exemple, voilà, ce genre de choses. Et donc hier j'avais lu la préface qui était excellente et là je viens de commencer le premier chapitre et en fait elle parle de c'est trop bien en fait, elle parle du fait qu'elle va donner certains exemples. Elle va montrer comment les données sont erronées depuis la théorie de l'évolution en fait, et comment on a toujours parlé que des hommes des cavernes, l'évolution humaine ça a toujours été l'évolution des hommes, quand on parlait des chasseurs, l'homme chasseur, l'homme cueilleur, etc., etc., encore une fois ce sont des hommes et on ne parle pas des femmes, on ne sait pas ce que les femmes faisaient à côté. Elle va dire en fait comment quand on parlait de ces hommes chasseurs, l'information avec laquelle on ressort c'est que l'homme est il est de nature agressive. Par exemple, j'ai été coupée dans mon élan parce que la batterie s'était déchargée. En tout cas, j'ai fini le premier chapitre et donc je pense que avant que ça coupe, je disais que du coup elle montrait que genre l'histoire aujourd'hui officiellement elle démontre que l'homme chasseur était très agressif et que quelques millénaires plus tard, l'agressivité de l'homme avec un grand H, elle a beaucoup augmenté. Or, voilà, elle démontre que en fait c'est une donnée qui est relative aux hommes avec un petit h et non pas à l'ensemble de l'humanité, sauf que c'est généralisé, voilà, et c'est renseigné et c'est communiqué de cette manière-là, parce que comme elle dit, pendant que les hommes partaient à la chasse, les femmes, qu'est-ce qu'elles étaient en train de faire? Et du coup, elle démontre que les femmes, les activités qu'elles occupaient, c'était plus des activités qui nécessitaient de la coopération, ce genre de choses. Donc on n'était pas sur l'agressivité. Donc en gros, l'autre
moitié de la planète, elle n'était pas agressive quoi. Elle va aussi démontrer, en fait elle va raconter certaines anecdotes, notamment des squelettes qu'ils vont retrouver, je pense que c'était chez les Vikings, des squelettes qu'ils vont retrouver, et juste parce que à côté du squelette il y avait des armes, un mammouth ou je sais plus quoi, du coup les scientifiques ils ont par défaut assumé que c'était un homme, voilà, que c'était le squelette d'un homme. Sauf que quelques années plus tard ils ont fait des recherches ADN et ils ont découvert que c'était une femme. Et puis elle cite un scientifique qui dit que juste vu comment la proportion en fait des hommes et des femmes et vu comment elle est en fait, vu la proportion des hommes et des femmes dans le monde aujourd'hui et avant, ce n'est pas logique qu'on retrouve autant de squelettes qui soient hommes. Et en fait elle montre que voilà, c'est juste une question de logique en fait. Et du coup elle démontre que voilà, on a souvent assumé que par exemple tous les squelettes qu'on trouvait c'était des hommes, alors que peut-être pas forcément, probablement pas forcément. Elle parle aussi des peintures qu'on retrouvait dans les cavernes, les peintures d'animaux, etc., qu'on avait encore une fois associées à des hommes par défaut, et que après on a découvert qu'en fait il y avait beaucoup plus de chances que ces dessins là et ces peintures aient été faites par des femmes. Voilà, c'est une magnifique lecture. Elle va aussi parler de la période de la Renaissance, comme quoi en fait toutes ces périodes de gloire qu'on cite comme des périodes de gloire, bah finalement c'était des périodes de gloire pour les hommes uniquement, et dans la plupart du temps ça ne l'était pas du tout pour les femmes. Et du coup c'est limite à se demander si aujourd'hui on ne devrait pas dire que en fait parler d'histoire des hommes en fait finalement, et commencer à travailler un petit peu sur l'histoire des femmes et comme ça maintenant parce que voilà, aujourd'hui ce qu'on enseigne c'est surtout l'histoire des hommes, de la moitié de l'humanité quoi, voilà. Et du coup c'est limite à se demander si on ne devrait pas aujourd'hui travailler sur l'histoire des femmes, et peut-être qu'après dans quelques années on pourra aboutir à l'histoire effectivement à ce moment là avec un grand H. Voilà, j'ai adoré, franchement j'adore cette lecture. Et maintenant enfin la prochaine partie que je vais lire, ça va concerner la vie quotidienne. Et du coup voilà, j'ai hâte, je vous en parlerai une fois que je l'aurai lu. Rebonjour, alors j'ai terminé la lecture de la première partie de l'essai. En fait la première partie ça parlait de la vie quotidienne, et en fait il y avait deux chapitres. Le premier parlait des transports et la deuxième partie parlait des toilettes en fait. Et du coup, encore une fois, elle a montré comment justement dans notre vie de tous les jours, il y a certaines décisions qui sont prises et qui ne prennent pas en considération la femme, notamment les transports. Et là, elle a beaucoup parlé du fait que les femmes généralement sont celles qui utilisent par exemple le plus le bus, vu que c'est pas cher et vu que généralement les femmes sont celles qui elles ont un revenu moindre. Enfin, il y a plus de femmes pauvres, je crois, que d'hommes pauvres. Et là aussi parler du fait que justement, voilà, ça prenait pas ça en compte. C'est-à-dire que quand le ministère des Transports décide enfin je sais pas qui le fait, ou une société ou je ne sais quoi, décide de lancer une ligne de bus, ils ne prennent pas en considération que les femmes les utilisent plus. Parce qu'en fait la différence c'est que comment les femmes se déplacent, c'est différent par rapport aux hommes. C'est-à-dire que généralement les hommes quand ils prennent les moyens de transport, c'est généralement pour aller travailler, donc le trajet il est assez simple, alors que les femmes qui prennent les moyens de transport, généralement le trajet n'est pas aussi linéaire quoi, c'est-à-dire qu'elles ne partent pas d'un point A à un point B. Généralement déjà elles ne sont pas seules, soit elles ont des enfants, soit elles ont fait les courses et elles sont surchargées, soit elles s'occupent de personnes qui sont malades, soit elles s'occupent de personnes qui sont âgées, et généralement elles vont faire plusieurs c'est-à-dire qu'elles vont faire plusieurs arrêts, voilà, et la trajectoire n'est pas voilà
linéaire comme j'ai dit, et du coup quand on prend ça en compte, ça veut dire que déjà le transport ça revient plus cher à la femme, puisque voilà, elle va se déplacer plusieurs fois, elle va montrer que dans certains pays les autorités y ont pensé et ils ont créé le ticket qui fait que tu peux l'utiliser pendant 1 heure sans avoir à repayer, et donc ça c'était sympa pour les femmes. Bref, je vais pas vous parler de tout ce qui a été dit dans ce livre, mais voilà, c'est un exemple. Dans le deuxième, elle va parler des toilettes et comment ça j'ai bien aimé, parce que on a tous vécu, enfin on a tous vu dans certains lieux publics, et là elle parle surtout des toilettes publiques, de toute façon. On a souvent remarqué que la ligne d'attente, la file d'attente, elle est beaucoup plus longue devant les toilettes des femmes par rapport aux toilettes des hommes. Et en fait, quand, encore une fois, les architectes, je sais qui, décident de construire et de bâtir ces toilettes là, en fait leur seul raisonnement c'est qu'on va faire du 50-50, et donc on va donner la même superficie aux hommes et aux femmes, et voilà, ça a l'air très simple pour eux, mais en fait pas du tout. Et là encore une fois elle explique que faire du 50-50 ce n'est pas équitable en fait, parce que les femmes passent plus de temps dans les toilettes, encore une fois pour plusieurs raisons. Soit elles ont leurs règles par exemple, elles vont avoir besoin de plus de temps, soit quand elles sont enceintes elles vont avoir besoin de plus de temps, elles vont aller aux toilettes plus souvent, soit encore une fois elles sont accompagnées d'enfants, etc., etc., etc. Donc voilà, ça parle vraiment de beaucoup de choses, et encore une fois à chaque fois elle montre comment en fait ce que j'ai bien aimé, c'est que ce qu'elle dit c'est que toutes ces personnes qui prennent ces décisions là, en fait elles ne le font pas exprès, c'est-à-dire qu'elles ne le font pas exprès, c'est juste un manque d'information. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un manque incroyable, de toute façon tout le livre tourne autour de ça, c'est qu'il y a un manque incroyable par rapport à la collecte de données liées aux femmes en fait, et qu'à chaque fois souvent quand ils prennent ce genre de décision en fait ils pensent juste aux hommes, et vu que ce sont souvent des hommes qui prennent les décisions, et vu qu'ils ne sont pas des femmes, ça leur traverse pas l'esprit en fait, ils savent pas quels sont les besoins des femmes, ce que c'est que le corps d'une femme, ses besoins, etc., etc. Donc voilà, en fait elle insiste beaucoup sur ce point et elle le rappelle à chaque fois. Donc voilà, c'était la première partie de cet essai, et demain j'espère, puisque ce sera lundi, j'espère que je pourrai quand même lire, et je devrais commencer la deuxième partie qui parle du lieu de travail et du coup de la différence par rapport entre les femmes et les hommes, et j'ai hâte de le lire. Voilà, je pense que j'apprécie bien ce format de vidéo. A plus. Salut à tous. Alors je pense que la dernière fois où je vous ai parlé on était dimanche je crois, et aujourd'hui en fait on est jeudi soir, comme quoi en semaine c'est quasi impossible en fait de tourner de vidéos. Voilà, c'est la preuve. La preuve en est, c'est que parce que je rentre du boulot super crevée, et du coup généralement c'est impossible. Pour tout vous dire, en fait généralement quand je rentre le soir j'allume même pas la lumière de chez moi. Voilà, je reste dans le noir, et si jamais je dîne, je vais allumer la lumière juste pour manger, ensuite je l'éteins et je reste dans le noir, c'est-à-dire depuis 18h, 18h30 je suis dans le noir jusqu'à m'endormir. Voilà, et du coup je m'endors très tôt et je me lève très tôt. Bref, alors je reviens donc pour vous parler de Invisible Women. Je pense que la dernière fois je vous ai laissé, après avoir lu l'introduction et la première partie, et ben comment vous dire, en fait c'est vrai que j'étais hyper emballée par cette lecture. Je voulais carrément l'offrir en giveaway, tellement je voulais que les gens le lisent et tout. Je veux toujours que les gens le lisent, mais moi personnellement c'est-à-dire qu'il y a 6 parties dans le livre, et bien j'ai adoré l'intro et la première partie, et ensuite toutes les autres parties je les ai j'ai commencé à les sauter petit à petit jusqu'à tout sauter. En fait c'est quelque chose qui m'arrive, c'est pas la première fois que ça m'arrive avec des essais dont le sujet m'intéresse énormément, mais qui traitent de tellement de... C'est trop détaillé en fait, c'est trop détaillé pour moi par rapport à ma curiosité et par rapport à mon niveau de curiosité par rapport au sujet. Voilà, donc c'est à dire que c'est un livre qui est très bien documenté, mais moi ce qui m'intéressait c'était plus les grandes idées en fait, c'est tout. Mais tout ce qui est tous les autres détails, que ce soit les détails chiffrés ou même des détails pas chiffrés mais voilà, trop détaillés, ça m'intéresse pas en fait.
Du coup j'ai commencé par j'ai beaucoup zappé et je lisais juste vraiment je lisais en diagonale et j'essayais juste de lire les idées générales. Mais voilà, en tout cas juste pour vous continuer de vous parler un petit peu du livre et vous dire un peu de quoi ça parle après. Après ça va parler du lieu de travail. Elle va parler du fait que les femmes elles travaillent beaucoup plus de temps où elles ne sont pas payées par rapport aux hommes en fait. Donc encore une fois elle va parler de l'inégalité salariale, mais elle va aussi beaucoup parler du travail à la maison, qui est un travail non rémunéré mais qui est pourtant un travail. Elle va citer certains pays, genre la Suède, la Norvège, certains pays qui ont institutionnalisé une journée, un vendredi, je crois que c'est un vendredi sur toute l'année où les femmes ne font rien. Elles ne travaillent pas et surtout elles ne travaillent pas chez elles à la maison et elles laissent les hommes se démerder en fait, et c'est comme ça qu'ils réalisent à quel point en fait leur travail a de la valeur en fait. Et justement elle parle beaucoup de ça, du fait que si on donnait de la valeur notamment pécuniaire à ce travail là, peut-être que c'est que comme ça qu'il prendra de la valeur aux yeux, enfin voilà, dans le regard des autres, notamment des hommes. Donc ça parle de ça, ça parle du mythe de la méritocratie, et là c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé vu que je suis dans les ressources humaines. Elle va parler des entretiens d'évaluation de performance, les entretiens annuels, et elle va montrer à quel point ça veut rien dire et à quel point c'est totalement biaisé encore une fois. Elle va montrer comment les femmes sont évaluées, comment les hommes sont évalués, et montrer que ce n'est pas objectif, qu'ils ne sont pas évalués de la même manière, qu'on a souvent tendance à assimiler les qualités intellectuelles aux hommes et on a plus tendance à assimiler des caractéristiques comportementales négatives aux femmes. C'est-à-dire qu'on va plus souvent entendre dire d'un homme qu'il est très ambitieux, s'il aime prendre des risques, s'il aime travailler en équipe, ce genre de choses. Et si c'est une femme qui le fait, elle sera évaluée de la même manière. C'est pas comme ça qu'on parlera d'elle, mais on parlera d'elle d'une autre manière. Ouais. Du coup elle va parler beaucoup de ça, du mythe de la méritocratie. Ensuite elle a parlé aussi alors il y avait aussi une autre partie qui était intéressante et qui était par rapport à la médecine. Et en fait elle va commencer par citer plusieurs exemples de femmes qui étaient malades pendant plusieurs années mais qui n'ont pas pu être diagnostiquées, tout simplement parce que le corps de la femme et le corps, ça par contre c'était super intéressant, même si là non plus je n'ai pas tout lu, mais l'idée générale c'était que le corps de la femme est très différent de celui de l'homme jusqu'au niveau cellulaire. Voilà, c'est-à-dire que la cellule du corps féminin elle est différente de la cellule du corps masculin. Je dis pas que ça doit être à 100% différent, mais il y a des différences et qui sont importantes, et du coup elle va montrer à quel point en fait la gravité de la situation, parce qu'en médecine ce qu'on enseigne finalement c'est souvent uniquement le corps masculin, l'anatomie et tout le tralala. Généralement c'est uniquement basé sur le corps de l'homme, et du coup finalement ça donne ce genre de résultat où des femmes tombent malades mais le diagnostic n'est pas réussi, tout simplement pas parce que les médecins n'ont tout simplement aucune idée, vu qu'ils n'ont pas étudié ça, qu'ils ne connaissent pas le corps de la femme, ils ne sont pas conscients de toutes ces différences, de ces caractéristiques, etc. Donc c'était hyper intéressant par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais retenu moi personnellement, je pense. Il y a certaines parties là dont je vous ai même pas parlé. À la fin elle va aussi parler en fait elle va parler un peu de politique, etc. Mais bon, voilà, je voulais partager avec vous quand même un peu mon ressenti et ce que j'ai pensé de ce livre tout au long de sa lecture. Voilà, c'est un livre qui reste quand même super important, super intéressant, et pendant tout le livre et en fait toutes les parties, dans tous les chapitres, elle n'arrête pas de répéter encore que il y a un manque incroyable de données par rapport aux femmes sur tous les niveaux,
et que il faudrait y remédier, et qu'il ne suffit pas uniquement de collecter ces données-là, mais encore faut-il que ce soit pris en compte par les gouvernements, par les institutions qui prennent des décisions finalement, et qu'ils les prennent en compte, etc., etc. Elle a aussi parlé de certains cas de femmes qui créent des startups ou qui ont des idées et qui ont du mal à trouver des investisseurs lorsque leur produit ou leur service il est dédié à 100% aux femmes. Par exemple, je sais pas moi, quand une femme a voulu créer une application pour traquer les cycles menstruels, elle cherchait un financement et personne ne voulait la financer parce que voilà, ça leur parlait pas du tout, trouvaient pas ça intéressant, trouvaient pas ça important. Voilà. Et en fait, toute l'idée générale, c'est de 1, l'absence de données énorme, surtout dans tous les secteurs en fait, et sur tous les plans, dans tous les métiers, etc., dans toutes les activités. Voilà, et que vu qu'on vit dans une société très patriarcale, très voilà, dirigée par des hommes, et que vu que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vu qu'ils ne sont pas des femmes, et bien ils n'ont aucune idée de ce que veut dire être une femme, des besoins des femmes, etc., etc. Et voilà, et donc pour remédier à tout ça, il faudrait qu'il y ait plus de femmes dans des postes de prise de décision, tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouverai dans une prochaine, très probablement, pour parler de mes meilleures lectures de l'année 2019. Parce que voilà, je pense pas que je terminerai un autre livre d'ici là, on est le 26 décembre. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, faites de bonnes lectures et à bientôt. Salut!